Oh, Madame Calves arrive, c'est parfait. Voilà, je m'attendais en fait. C'est bien. Oui, oui, parce qu'on peut, tu sais qu'on peut jamais rien faire sans toi, hein. C'est vrai. J'espère. Ok, parfait. Oui, bonjour, c'est encore le technicien à Montréal. Oui, Carl. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Bruno, on vous entend. Parfait. Donc, les gens à Montréal, vous allez perdre l'image sur votre TV pendant quelques secondes. Ça déconnectera pas la visio. C'est juste pour que je puisse voir à distance ce que je fais. D'accord? Okay. Tu as vu que notre recteur reçoit un doctorat honoris causa au Sénégal? À l'université de Bombay, à l'Union Diop à Bombay. C'est ton logeur qui m'a dit ça. C'est Aladji qui m'a informé de ça il y a déjà un mois. Ça va parler dans le film. Dans le film, oui, c'est ça. À la rescousse des grands honneurs d'Afrique. Les honneurs en fin de mandat. Il finit quand? En mai? Principe, oui. mais non, pas mais cette année, je crois. Il doit être là encore pour une autre année. Oh, je crois qu'il est là pour 4 ans. c'est 4 ans, donc 2 mandats de 4 ans, bizarre. Ouais, ça va. Puis après, il va à la retraite. Après, il va à la retraite. Je sais pas. Il va continuer à enseigner. Il n'a jamais beaucoup enseigné. Ah, ouais. Beaucoup enseigné. Il vient du secteur privé. Il est devenu, dès le secteur privé, il est devenu doyen, je crois. À la faculté de foresterie. Tu vas peut-être retourner au secteur privé? Je crois que je crois que il y a plus d'argent là-bas pour lui que. Richard, Oui, oui, je suis là. là, On vous entend très bien. on fait vraiment beaucoup de temps. Là, il est Oui. à 25 Est-ce déjà. moi, je crois qu'on peut commencer. Mamoudou, on peut commencer peut-être. Et puis, nous, on vous entend du moins. Je ne sais pas si vous nous voyez. Oui, oui. Vous nous voyez, ok. Nous, on ne vous voit plus, là, mais on vous entend. Une petite minute, mais vraiment pas plus, quoi. Le technicien, il travaille. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça sera pas long à Montréal. Il faut me laisser quelques minutes, là. Mais vous pouvez quand même commencer. C'est juste que ça sera pas enregistré. Et les gens de Québec, vous ne verrez pas la salle de Montréal pour encore quelques minutes, là. Je vais remettre ça Mais comme on voit normal le quand je vais avoir PowerPoint. terminé. On voit le Ouais, PowerPoint. ben, c'est ça. Donc. Non, mais vous le verrez plus, là. Vous le verrez Ah, ok. plus. Bon, ben, Mamoudou, tu veux peut-être commencer en présentant Rosanne et puis on enregistrera encore. Parce qu'on a perdu déjà beaucoup de temps. Donc, Rosen a une thèse de sciences politiques de Bordeaux. Elle a travaillé sur le Mozambique. Ça se voit un peu dans je pense, dans la présentation. Augmenter le volume? Sur politique de la nature et nature de l'État, entre parenthèses, déploiement de la souveraineté de l'État et action publique transnationale au Mozambique. Roselle a en fait, elle est très entreprenante, elle a un profil très diversifié dans le sens où que l'on regarde ce qu'elle a fait en termes d'enseignement, de recherche, de présentation scientifique. Elle a vraiment quelqu'un qui est post-doc, un dossier qui est très très solide. Moi, j'ai compté un livre qui paraît bientôt chez Capdala qui est sur sa thèse. Je pense 5 articles scientifiques, un ou deux chapitres du livre. En enseignement, elle a une très très grande expérience, en fait très diversifiée, à la fois en première, deuxième, troisième année, première année de master, deuxième année de master, dans des cours aussi variés que des conférences de métaux, des conférences de politique comparée, notamment
notamment au master, des séminaires thématiques sur une très grande diversité là aussi de thématiques, donc vraiment une activité polyvalente. Oui, excusez-moi, c'est le technicien à Montréal. Je suis vraiment désolé de vous interrompre pendant votre phrase. Je voulais savoir pour l'enregistrement, est-ce que vous voulez enregistrer le PowerPoint et la salle de Montréal ou les deux salles? C'est le seul choix qu'on a. C'est un de ces deux choix-là. Peut-être. On peut alterner. Oui, la salle plutôt pour qu'on voit Rosen. Et puis Peut-être le PowerPoint. au début, ici, Et puis le PowerPoint, on pourra l'ajouter en fait, Rosen, sur le site web. Parfait. Donc en fait, ce que vous voyez à l'écran, vous avez le choix entre ce que vous voyez maintenant ou sinon ça ici. Vous allez voir la salle de Montréal et l'ordinateur. On va prendre les deux caméras, pas le PowerPoint, parce que le PowerPoint, on peut l'insérer par la suite, mais seulement les deux caméras, ça serait l'idéal pour nous. Voilà. Parfait. Parfait, Merci. c'est bon. Et Bruno, s'il vous plaît, éteindre votre micro, parce qu'on vous entend respirer dans le micro. C'est moins bon pour la qualité de son. Et puis, si les intervenants de Montréal peuvent parler plus fort, ça va nous aider ici. Vous semblez loin des micros, là. Vous êtes plusieurs autour de la table. Fait que si vous pouvez parler plus fort, ça va nous aider ici à bien vous entendre. D'accord. Parfait, merci. Alors, je te donne bonne conférence. Merci. Merci. Je termine en disant simplement que vous avez aussi de nombreuses conférences, là aussi très variées. J'ai vu San Francisco, Uppsala, Lisbonne, Québec, et ainsi de suite. Donc vraiment très international. Et puis quadrilingue, anglais, portugais, français, italien. Donc je vais juste arrêter là et on a déjà perdu assez de temps. Rosen, je te donne la parole. Merci beaucoup. Alors je vais essayer de réduire au maximum. Alors bonjour à tout le monde, à Montréal et à Laval. Je remercie le GIRSA de me donner l'opportunité de faire cette présentation aujourd'hui. Cette présentation, elle est en quelque sorte multifacette, puisque d'abord elle me permet de présenter au GIRSA un état de ma recherche, dans la mesure où j'ai commencé mon postdoctorat avec vous en octobre dernier. Et puis cette présentation, elle représente également le cœur d'un article que je suis en train de finaliser et qui propose un rapprochement entre études africaines et une sous-discipline de la science politique qui est la sociologie de l'action publique. Alors j'en profite pour que les choses soient bien claires pour expliciter en quelques mots ce que j'entends par sociologie de l'action publique. L'action publique, c'est la co-construction collective de programmes d'action. Par exemple, l'action publique dans le secteur environnemental, ça fait référence à la nébuleuse d'acteurs et d'organisations qui, de façon régulièrement conflictuelle, conçoivent et mettent en œuvre des politiques publiques. On peut penser par exemple à la gestion au jour le jour d'un parc national et on peut penser également à tout le processus de conception d'une loi sur l'environnement. Alors ces acteurs et ces organisations, qui sont-ils? Ce sont des ministères centraux, des ONG, des entreprises, des organisations supranationales comme l'Union européenne par exemple, et puis des organisations internationales comme la Banque mondiale, etc. Alors la sociologie de l'action publique, ça veut dire, l'idée principale, disons, c'est de considérer l'État comme un coproducteur de ces programmes d'action. Un acteur parmi d'autres finalement, qui est aux côtés et en conflit avec une myriade d'acteurs nationaux et internationaux, publics et privés. Il s'agit donc en ce sens de s'interroger sur les recompositions de l'État, sur l'État au concret, sur l'État en action, on dit souvent l'État at work, puisque le fonctionnement de l'État précisément est structuré autour de la conduite des politiques publiques. L'idée, c'est aussi que l'action publique, c'est une pratique de pouvoir. Elle est indissociable des questions de domination, de résistance et des enjeux également de légitimité des détenteurs de l'autorité. Alors comme l'indique le titre de cette présentation, l'action publique en accordéon, mon idée, c'est de filer une métaphore musicale pour développer trois perspectives de recherche. La première de ces perspectives, c'est une sociologie de l'action publique transnationale.
L'État est désormais incorporé au sein de réseaux transnationaux, au nord comme au sud d'ailleurs, et donc ça veut dire que des sources de pouvoir, de contrôle et d'autorité se trouvent de plus en plus en dehors de la sphère étatique et ou coexistent avec cette dernière. La fabrique des politiques publiques est à ce titre profondément transnationalisée. L'objectif dans cette perspective de recherche, eh bien, c'est de mettre à jour comment se fabriquent et comment s'opérationnalisent des politiques publiques transnationales pour mieux comprendre comment l'État fonctionne dans cette optique. Notamment, eh bien, comprendre quelle est la marge de manœuvre de l'État quand de nombreux acteurs et organisations internationaux eh bien, interviennent. La deuxième perspective de recherche, c'est une sociologie de l'État en Afrique. L'État en Afrique se caractérise souvent par un appareil bureaucratique aux capacités limitées et par une délivrance de services et de biens publics intermittentes. L'État, en ce sens, n'a d'autre choix que de déléguer certaines missions de gestion, mais aussi certains espaces, à des intermédiaires, en l'occurrence à des organisations internationales et de développement et de conservation, dans le cas du secteur environnemental. Alors l'objectif dans cette perspective de recherche, eh bien, c'est de comprendre comment est-ce qu'il peut y avoir construction de l'État, state building, dans un tel contexte. Je précise d'emblée, puisque j'y reviendrai régulièrement, que la construction de l'État, je l'entends au sens de la création institutionnelle, création également administrative, et puis aussi au sens de capacité de l'État à incarner du pouvoir et à produire un appareil bureaucratique qui gouverne au quotidien. Ça, c'est vraiment le state building. Troisième et dernière perspective de recherche, la sociologie des élites. Alors, il s'agit d'un petit groupe d'acteurs qui occupent des positions dominantes dans ce que j'appelle le monde de l'État. Alors, il s'agit évidemment de hauts fonctionnaires, mais pas seulement. On peut aussi faire référence à des acteurs qui ont une relation contractuelle avec l'État, donc c'est tout ce qui fait référence aux experts et aux consultants. Alors faire la sociologie de ces acteurs-là, eh bien c'est entreprendre leur sociographie, c'est-à-dire interroger leurs origines sociales, leur statut, leur trajectoire professionnelle, leurs valeurs, leur rapport aux partis politiques dominants aussi. Et l'ambition ici, eh c'est d'aller au-delà des analyses classiques des élites en Afrique, qui ont tendance à considérer que l'activité principale de ces élites, c'est de maximiser leurs intérêts économiques et politiques dans des contextes d'économie de rente et de régime de l'aide. Donc l'objectif, c'est d'aller au-delà et d'essayer de comprendre en quoi les élites de l'État contribuent à produire du pouvoir d'État. En particulier quand l'appareil bureaucratique semble débordé par ses capacités qui sont limitées. Et puis comme Robert Chambers le soulignait il y a une dizaine d'années, ce qui manque un peu dans les études sur le développement, c'est de s'interroger un peu aux powerful people, voilà, ceux qui pèsent, notamment décisionnels. Et donc étudier le développement, étudier la pauvreté, c'est également étudier ces élites-là. Et donc l'idée, c'est un petit peu d'aller à rebours de nombreux travaux en études africaines qui, depuis les années 90, ont plaidé pour une approche plutôt par le bas. Donc c'est un petit peu une sorte de réhabilitation finalement d'une approche par le haut. Alors la question, c'est comment articuler ces trois perspectives de recherche. Ce que je propose, c'est de combiner une sociographie des élites à une sociologie de l'action publique pour appréhender quel est le rôle de ces acteurs qui sont en position dominante et donc le contenu même des politiques publiques qu'ils portent. Aux côtés, ils ne sont pas les seuls bien entendu, aux côtés d'autres acteurs et notamment aux côtés d'autres élites transnationales qui ne sont pas étatiques. Et donc cette approche, elle permet de comprendre les logiques et les évolutions du pouvoir d'État qu'ils incarnent et qu'ils produisent. Mon cas d'étude, c'est la conservation de la biodiversité au Mozambique. Alors je vais le développer bien sûr plus en détail, mais mes cas d'étude, ce sont des aires protégées au Mozambique, et en particulier de 2 parcs nationaux, donc leur gestion au quotidien. Et je m'intéresse également au processus de fabrique de la réglementation qui concerne ces aires protégées et l'environnement au général, donc au niveau de la capitale du Mozambique, Maputo. Donc je parle en ce sens d'action publique environnementale, et sa particularité à cette action publique, c'est d'être profondément transnationale, puisqu'elle est sous-tendue par des fonds internationaux, mais aussi par des grands mots d'ordre qui sont légitimes sur la scène internationale, développement durable, participation par exemple, et aussi par du personnel expatrié.
Alors, ayant dit tout ceci, vous vous demandez peut-être ce que vient faire l'accordéon dans tout ça. Alors, j'y reviendrai régulièrement, bien sûr, mais l'idée de l'accordéon, c'est vraiment de souligner la plasticité des phénomènes que j'observe. D'abord, des mutations incessantes des configurations d'acteurs, ça illustrerait la première perspective de recherche, sociologie de l'action publique transnationale. Ça fait également référence à un appareil d'État qui est plus ou moins présent selon les enjeux, ça on voit beaucoup dans la sociologie de l'État. Et ça fait également référence à un monde de l'État et puis à un monde de l'aide internationale qui se tourne autour dans un jeu de contraintes réciproques, et ça on le voit beaucoup dans la troisième perspective, la sociologie des élites. Donc, ma question de recherche, pour résumer le tout, c'est la suivante. À travers l'action publique environnementale au Mozambique, et grâce à une sociologie des élites de l'État, je vais m'interroger sur les conditions de possibilité de construction de l'État dans des contextes précisément où l'État paraît moins institutionnalisé qu'ailleurs. Alors voilà comment j'ai organisé cette présentation. Bon, d'abord, j'aimerais vous donner quelques éléments de contextualisation sur le Mozambique. J'évoquerai ensuite mon approche méthodologique. Bon, ça, je vais peut-être abréger du coup, mais c'est pour vous expliquer comment et pourquoi faire de la sociologie politique sur le terrain africain. J'expliquerai ensuite ce qu'on peut entendre par les intermittences de l'État. J'évoquerai ensuite les mutations de l'élite administrative au Mozambique depuis l'époque coloniale, et puis je conclurai sur le pouvoir de l'intermittence, l'action publique en accordéon. Alors, quelques mots donc, sur la contextualisation de la recherche. Alors, le Mozambique, vous savez, est un pays d'Afrique australe, de colonisation portugaise. Alors, ce qui est intéressant avec le Mozambique, c'est que, contrairement à ses voisins, et à commencer par l'Afrique du Sud, eh bien, les aires protégées, et surtout les parcs nationaux, eh bien, sont apparus assez tardivement, et puis n'ont pas joué de rôle crucial dans le processus de construction nationale. La plupart des parcs nationaux sont créés dans les années 60, la plupart d'entre eux étaient dans les années 40 des réserves de chasse. La guerre de libération nationale commence à la fin des années 60 au Mozambique. Elle est menée par le Frelimo. L'indépendance intervient en 75 et le Frelimo est au pouvoir depuis cette époque-là. Et on parle à cet égard, c'est important, de parti-État ou d'État-parti pour le qualifier. Très vite, dès la fin des années 70, commence un conflit civil entre le Frelimo et la Renamo. La Renamo qui au départ, créée de toutes pièces par la Rhodésie du Sud et l'Afrique du Sud, qui craignait ce nouvel acteur, ce nouveau voisin à la doctrine marxiste-léniniste, parce que c'était la doctrine de l'idéologie du Frelimo, mais assez rapidement, en fait, voilà, la Renamo s'émancipe un peu de ses géniteurs et devient ce qu'on va appeler un corps social guerrier. Première remarque d'ailleurs à ce titre, lors de la guerre de libération nationale, puis lors du conflit civil, eh bien, les aires de conservation ont joué un rôle remarquable. D'abord, elles représentaient des réserves de viande pour les belligérants, et puis elles participaient aussi à l'économie de guerre par la vente de trophées de chasse, par exemple les cornes, les défenses, etc. Certaines aires de conservation sont également devenues des bastions de guerre. C'est le cas au centre du pays du parc national de Gorongosa, qui pendant la guerre de libération nationale est un bastion du Frelimo, et qui pendant le conflit civil, et d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est intéressant, est un bastion de la Renamo. Deuxième remarque, les aires de conservation, elles sont reprises par l'État postcolonial, par le Frelimo à partir de l'indépendance, qui continuent leur gestion et qui les considèrent comme des atouts nationaux, mais cette fois au service du peuple mozambicain et non plus pour l'élite coloniale et pour l'élite blanche européenne qui venait y faire des safaris. La fin du conflit civil, elle intervient en 92, accord de paix à Rome. La Renamo devient un parti politique. Et puis avant cela, juste pour vous situer, à la fin des années 80, abandon du marxisme-léninisme par le Frelimo, et puis adoption, formelle en tout cas, du multipartisme. Et c'est à cette époque que le Mozambique devient un donor darling, un chouchou des bailleurs, et donc il y a vraiment une forte prégnance du régime de l'aide.
Dans le secteur environnemental, alors on peut préciser que ce n'est pas un secteur prioritaire du point de vue budgétaire, l'État a d'autres priorités. Par contre, c'est un secteur qui est fortement investi par des acteurs et des organisations internationaux qui investissent dès le début des années 90 dans des programmes de restauration des aires de conservation, de certaines en tout cas, et puis aussi ils investissent dans la refonte du paysage réglementaire environnemental qui n'avait guère bougé depuis l'époque coloniale. Alors ces acteurs, c'est la Banque mondiale surtout, c'est l'Agence française de développement, l'AFD, et puis aussi des organisations de conservation comme le WWF. Alors pour caractériser la situation aujourd'hui, au regard de la conservation de la biodiversité, juste pour vous préciser, il y a aujourd'hui 6 parcs nationaux, 5 réserves nationales et 12 réserves de chasse. Et depuis l'indépendance, il y a 3 parcs nationaux qui ont été nouvellement créés. Et puis les tensions entre le Frélimo et la Renamo demeurent. Renamo qui n'est pas tout complètement démilitarisé. Et puis des tensions, notamment ces 2 dernières années, à la veille des élections législatives et présidentielles, des tensions qui sont régulièrement meurtrières. Voilà, donc du coup je pense que je vais un peu passer rapidement sur l'approche méthodologique. Voilà, c'était juste, on le voit un petit peu, voilà, j'ai adopté une approche processuelle et relationnelle de l'action publique, donc ça veut dire un terrain long, j'ai passé un an de recherche au Mozambique. L'idée c'est vraiment d'appréhender l'état au travail, c'est-à-dire vraiment de comprendre qui fait quoi, qui dit quoi, qui est en conflit avec qui, voilà. Donc les outils, c'est de l'observation directe, des entretiens semi-directifs, du travail d'archives, pour retracer notamment toute l'histoire de la réglementation coloniale jusqu'à nos jours. Voilà, et donc ce que je voulais vous indiquer, voilà, c'était un petit peu l'intérêt d'une démarche ethnographique, avec un regard multisitué dans 2 parcs nationaux, et puis aussi voir ce qui se passe au niveau de la capitale Maputo. Ça permet également de mettre un petit peu le doigt sur le non-dit, sur le hors-champ, le hors-sol, sur l'officieux, sur les rumeurs, sur les ambitions qui alimentent l'action publique et qui permettent de mieux la comprendre. Et puis aussi appréhender la dimension matérielle de l'action publique, puisque l'action publique, elle se dessine à l'aune de rapports, de séminaires, parfois de feuilles volantes qu'on retrouve par hasard dans des archives et qui vous en disent beaucoup un petit peu sur comment les choses se construisent. Voilà. Donc ça, je suis allée... voilà. Donc je termine sur l'approche méthodologique, voilà, en quand même soulignant pourquoi est-ce que c'est intéressant, à mon avis, d'entreprendre une sociologie de l'action publique en Afrique. Alors l'action publique en général, et notamment au Nord, on dit que c'est une partition incertaine, que c'est une partition à construire, beaucoup d'incertains, avec l'idée sur des rebondissements, enfin bon. Et donc mon idée, c'est qu'elle est quelque part d'autant plus en Afrique, où l'État justement, c'est ce que je vais vous montrer, se caractérise bien souvent par ses intermittences. Comme je vous l'ai dit, forte prégnance du régime de l'aide, agence de l'aide, ONG, fondations philanthropiques, mais aussi investisseurs privés, bien entendu. Et donc cette présence-là, cette nébuleuse-là, elle semble entraîner, plus qu'ailleurs, ce qu'on pourrait appeler une action publique éclatée. C'est-à-dire fragmentée en une multitude de programmes et de projets qui sont a priori peu régulés par un acteur étatique aux faibles capacités. Et donc le fait que le lecteur soit un partenaire parmi d'autres se donne peut-être à voir avec un peu plus d'acuité que sur d'autres terrains, où le rôle de l'État est historiquement plus ancré dans la conduite des politiques publiques. Alors, je passe donc à la question de l'énigme des intermittences de l'État. Alors ce que je voudrais montrer ici, c'est que, paradoxalement peut-être, le fait que l'appareil de l'État soit entre guillemets léger, au sens où il a peu de capacité et de moyens, eh bien, ça représente un terrain d'étude particulièrement fécond pour comprendre ce qu'est et surtout ce que fait l'État au quotidien. Alors la question qui se pose, c'est bien comment penser le processus de construction de l'État, en particulier dès lors qu'on s'éloigne de la capitale, et puis dans des secteurs d'action publique qui ne sont pas prioritaires du point de vue budgétaire. C'est le cas, comme je vous l'ai dit, du secteur de la conservation de la biodiversité.
Autrement dit, est-ce qu'on peut parler de construction de l'État lorsqu'il s'agit d'espaces et de secteurs d'activité qui apparaissent un petit peu comme délaissés par l'appareil de l'État et qui, au contraire, investis par des acteurs et des organisations non étatiques. Alors, il peut certes s'agir d'un dessaisissement volontaire, qui est caractéristique de l'ère néolibérale, qui promeut un désengagement, un rollback de l'État, et c'est a fortiori donc le cas en Afrique, où le rôle des intermédiaires, donc les marchés, les ONG, fondations, sont très prégnants, et à qui une série de fonctions et de missions sont déléguées. Alors, je voulais souligner à cet égard deux notions qui me semblent intéressantes. Celle de Areas of Limited Statehood, qui a été développée pour caractériser des espaces territoriaux et fonctionnels où le monopole de l'État, précisément, est déficient en matière de formulation et de mise en œuvre de décisions politiques. Puis un peu dans le même ordre d'idée, la seconde notion, Shadow of Hierarchy, qui elle fait référence au fait que des acteurs internationaux prennent en charge des fonctions et des responsabilités étatiques. L'idée, un petit peu, c'est que l'État serait un petit peu comme une ombre portée sur l'action publique. Alors l'État au sens de ses agents qui lui donnent cher, mais l'État aussi au sens de régulation étatique, régulation au sens de production de normes, et puis de mise en place de dispositifs administratifs et juridiques qui visent à les mettre en œuvre. On assiste à la substitution de la régulation privée et de marché, et la régulation étatique qui est plus en arrière-plan. Et c'est singulièrement le cas dans le secteur environnemental. On parle de plus en plus dans la littérature de la notion de néolibéralisation de la nature. C'est-à-dire que l'environnement, au sens des ressources naturelles et des ressources minérales aussi, elles font dorénavant front commun avec les notions de marché et d'allocation optimale des ressources. C'est-à-dire que ce qui n'était pas jusque-là du ressort du marché devient des commodités marchandes, et des territoires qui étaient jusque-là contrôlés par l'État sont mis à disposition d'investisseurs privés, par exemple dans le cadre de concessions. Et donc tout cela, toutes ces tendances-là, on les retrouve vraiment au Mozambique. Et donc ce que je vais vous montrer finalement, c'est que l'État postcolonial, il s'inscrit à ce titre dans la lignée de la période coloniale et immédiatement post-indépendance, d'un appareil bureaucratique et d'un pouvoir régulateur qui est en pointillé sur l'ensemble du territoire. Donc en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que la période contemporaine n'a pas vraiment le monopole de l'intermittence. Elle semble au contraire être la caractéristique principale de l'État depuis l'époque coloniale. Alors, je vais vous le montrer avec l'exemple du parc national du Limpopo. Alors, le parc national du Limpopo, donc dans les années 40, c'est le début d'une administration directe du Mozambique par le Portugal. Avant, le Portugal procédait par une délégation à des compagnies privées qui se partageaient le territoire. Dans les années 40, le Portugal commence une colonisation de peuplement, surtout dans le sud du pays. Et donc, il associe cette colonisation à de grandes mesures de développement. Et c'est le cas du Colonato du Limpopo, qui était un programme d'irrigation et de peuplement donc dans le sud-ouest du pays, quasiment à la frontière avec le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Alors ce programme, il est renforcé dans les années 60 par le projet de construction d'un barrage et d'une réserve d'eau à Massingir, qui est vraiment un petit village qui est vraiment presque à la frontière avec l'Afrique du Sud et qui est en amont de ce colonate. Donc l'idée, c'était d'assurer le plan d'irrigation de ce colonate. Et puis aussi, l'idée, c'était de renforcer la présence coloniale dans l'Hinterland, dans l'arrière-pays, à une époque, années 60, où la lutte de libération nationale menée par le Frélimo commençait à se renforcer. À la même époque, et précisément en 69, l'État colonial décide de créer une réserve de chasse qu'il va appeler la Cota d'Alsace, qui est juste à côté de ce colonat.
à la frontière, donc avec l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, réserve bien entendu qui est réservée à l'élite coloniale et à l'élite blanche européenne, et qui est synonyme de restriction pour la population locale, qui n'a plus le droit de pratiquer l'agriculture ni de chasser. Et ça correspond également, cette réserve de chasse, à une affirmation territoriale de l'État colonial qui commence à être déstabilisé à cette époque. Cette présence et ce contrôle de l'État colonial sont vraiment remis en cause avec la guerre de libération, qui culmine bien sûr avec l'indépendance en 1975. La présence et le contrôle de l'État sont donc fortement amoindris. Les activités de chasse dans la Côte sont interrompues, de même que la construction du barrage. C'est donc une première manifestation de l'intermittence de l'État, puisqu'il y a véritablement un coup d'arrêt des politiques conduites par l'État. On peut dire que la région du Limpopo, à cette époque-là, elle cesse d'être un territoire de l'État, un state space, comme le dit un auteur. Il y a un processus de déterritorialisation, c'est-à-dire de désarticulation entre l'État, son territoire et la population. À l'indépendance, le projet de barrage est toutefois repris par le Frélimo au pouvoir, parce que cette infrastructure, elle correspond au projet socialiste de modernisation de l'arrière-pays. Et donc finalement, un peu à la manière de l'État colonial, l'État postcolonial pénètre l'Hinterland via un projet de développement économique. La construction de ce barrage, elle intervient en 1977, et le Frélimo procède au déplacement d'environ 3000 habitants du fait de la montée des eaux. Mais une nouvelle désarticulation intervient, une nouvelle intermittence, avec la montée en puissance du conflit civil entre Frélimo et Renamo. Et c'est en effet, les années de la lutte armée ont été pour le Frélimo synonyme d'une double perte de contrôle, perte de contrôle partisan, avec la montée en puissance de la Renamo, et puis perte de contrôle territorial. Alors, dans un contexte de post-conflit, suite aux accords de paix en 1992, l'enjeu il est double pour le parti État. D'abord, rétablir une présence et une légitimité sur l'ensemble du territoire, et puis contrer la Renamo, qui est un parti politique, il est vrai, assez faible, mais enfin qui demeure populaire dans certaines régions, surtout de l'arrière-pays. Alors ces objectifs, ils passent par une affirmation territoriale d'abord, et puis par la promotion de politiques de développement. Alors au Limpopo, le territoire il va être ainsi réinvesti par l'État Frélimo, mais cette fois par une politique de conservation transfrontalière avec l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Et donc la réserve de chasse, la Kota d'Anasech, elle va devenir en 2001 le parc national du Limpopo, et qui va être en fait un parc pour la paix. C'est son label, disons. Et donc finalement, comme en écho avec les conséquences de la construction du barrage de Massanger, avec un plan de relocation, le settlement, des populations est mis en place. Donc environ 7000 personnes sont censées être relogées en dehors du parc, en vertu d'une nature qui ne doit pas être touchée. Alors on peut dire que l'État pallie en quelque sorte son intermittence en réinvestissant l'Hinterland, et il est à même de le faire grâce à des fonds internationaux, à ceux de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement, l'Agence de développement allemande, KfW, et puis grâce aussi à une ONG sud-africaine, la Peace Park Foundation, qui intervient également. Et donc tous ces fonds, et qui se traduit également en personnel expatrié, vont investir l'administration de ce parc du Limpopo, piloter finalement ce parc national au quotidien. Mais donc on est bien dans une logique de state building, puisque l'appareil bureaucratique va gagner en visibilité et en contrôle. Il y a des gardes paramilitaires qui vont patrouiller, on va délimiter les usages de la terre et des ressources pour les populations locales, on va tracer des routes, on va créer des postes de santé dans la zone tampon, des écoles dans la zone tampon, on va électrifier aussi la zone tampon, etc. Donc on est vraiment dans une logique de construction de l'État. Mais dans le même temps, on peut quand même dire qu'il y a une poursuite de l'intermittence quelque part, puisqu'il n'y a reterritorialisation et réarticulation entre l'État, le territoire et la population, que dans la mesure où c'est bien une administration transnationale, l'administration du parc, qui va agir au nom de l'État.
hein, et plus précisément d'ailleurs au nom du parti État. On est donc dans une logique d'action publique en accordéon, sur le temps long d'abord. Hein, vous avez vu qu'il y a vraiment des intermittences de l'État en termes d'articulation et de désarticulation avec l'arrière-pays. Et puis logique d'accordéon également entre États et organisations internationales, hein, et ces idées de jeu de contraintes réciproques. Pourquoi ? Bien parce que l'État ne peut affirmer sa compétence et sa souveraineté sur le territoire qu'en passant par des intermédiaires, hein, qui sont source de moyens matériels et financiers et de personnel, et puis qui sont source aussi d'imposition cognitive, hein, de grands mots d'ordre. Ici, c'est le Parc pour la paix. Mais dans le même temps, eh bien, seul l'État, qui en l'occurrence est représenté par le ministère du Tourisme, eh bien, détient ce qu'on peut appeler la commodity of sovereignty, c'est-à-dire eh bien, les politiques de la nature, elles sont faites, c'est vrai, mais elles sont faites en son nom à lui, hein, au nom de l'État. Et parce que, et tant que, il le veut bien. Il demeure toujours à même de bloquer les choses. Hein, et, bon. Voilà donc sur la question du parc national du Limpopo. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que la construction de l'État, elle a aussi à voir avec ses bâtisseurs du quotidien, hein, donc avec son administration et notamment la haute administration. Or, hein, l'étude de l'élite administrative depuis l'ère coloniale eh bien, montre aussi des signes d'intermittence en termes d'attachement au parti État, mais aussi plus banalement hein, en termes de capacité de l'appareil de l'État à retenir ses agents en son sein. Alors, donc, petite histoire hein, de l'élite administrative au Mozambique. Alors, je voudrais d'abord vous préciser hein, que là, il s'agit d'un très faible nombre d'acteurs qui sont en présence. Je parle en fait d'une vingtaine d'acteurs au maximum, du fait du conflit civil et puis de la situation post-conflit. Je parle aussi d'un étroit réseau d'interconnaissance. Hein, la haute administration dans le secteur de la conservation eh bien, sont des acteurs qui se connaissent très bien, d'ailleurs souvent ce sont des amis d'enfance. Voilà. Et donc tout ce que je vais vous dire maintenant, ça découle de ma méthode, hein, c'est-à-dire une présence répétée sur le terrain, et puis la multiplication des entretiens sur une période de 5 ans, et où j'ai mis en œuvre dernièrement aussi, lors de mon dernier terrain, il y a 2 ans, la prosopographie, c'est-à-dire j'ai multiplié les récits de vie avec ces acteurs-là. Alors, à l'époque coloniale, ce sont les services vétérinaires qui ont la charge de la faune et des aires de conservation. Donc ces spécialistes hein, de la faune sauvage, hein, les vétérinaires, sont les fers de lance des politiques de la nature à l'époque, qui étaient donc hein, vraiment centrés sur la régulation de la faune vis-à-vis des troupeaux de bétail, mais aussi sur la promotion des aires de conservation, hein, dont le principal attrait c'était la faune sauvage, hein, toutes les activités de safari, etc. Alors, les vétérinaires de cette génération, et surtout à l'époque de l'indépendance, ils sont formés par des professeurs qui viennent du bloc de l'Est, hein, du fait des accointances entre le Mozambique et le bloc soviétique, des pays donc, qui offrent des bourses de doctorat à ces étudiants. Et donc, les savoirs techniques de l'époque hein, se fondent sur une extraversion, c'est-à-dire qu'ils viennent d'ailleurs. Mais bien sûr, ça n'est en rien original, hein. C'est une situation qui s'explique par le manque d'enseignants qui quittaient le pays du fait, progressivement, hein, du fait des conflits qui avaient lieu. Il y a donc un lien étroit entre savoir technique et savoir de gouvernement. Hein. Ce savoir vétérinaire, hein, il est utilisé pour très concrètement gouverner, hein, au sens d'administrer le territoire et la population, et cela hein, au sommet de l'État, dans le cadre de fonctions de direction au ministère de l'Agriculture à l'époque, hein, et puis aussi à la tête d'aires de conservation. Donc ces vétérinaires étaient aussi administrateurs d'aires de conservation. Donc un lien étroit hein, entre savoir technique et Frélimo, puisque c'est le parti au pouvoir qui sélectionne les candidats à l'éducation supérieure. Donc en fait, ce n'est pas l'État qui forme, hein, il n'y en a pas les moyens, il n'y en a pas les compétences, les capacités, mais c'est l'État qui va choisir et qui va affecter son personnel. Donc il y a aussi déjà une logique un peu d'accordéon. Une petite citation hein, d'un de ces acteurs, hein, sexagénaire, un vétérinaire, qui est aujourd'hui assesseur du ministre du Tourisme hein, pour les questions d'investissement, et puis qui est aussi professeur à la faculté vétérinaire. Hein, il dit « Moi, je suis le fils de l'époque du Frélimo. C'est le Frélimo qui a choisi pour moi mon éducation. »
alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que l'internationalisation du savoir, c'est certes un atout pour faire partie de cette élite administrative, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi appartenir à certains groupes, et notamment des groupes qui sont liés au Frélimo. Donc, les savoirs techniques sont aussi des savoirs politico-partisans. Je précise que l'histoire du Frélimo, elle est intimement liée au sud du pays et à sa population urbaine, qui constitue son vivier de partisans, toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais aussi de personnel politique et bureaucratique. Et donc la grande majorité de l'élite de l'administration en matière d'environnement est originaire du sud du pays et en général de la capitale Maputo, c'est toujours assez vrai. Alors, la période post-indépendance, l'internationalisation des savoirs demeure, on va toujours étudier à l'étranger, mais deux changements majeurs se font jour à la faveur des nouvelles générations. D'abord, une diversification de l'internationalité des parcours académiques, une diversification de la mobilité des étudiants qui vont maintenant étudier au Royaume-Uni, en Australie, mais aussi dans d'autres pays du Sud, surtout en Afrique du Sud. Et puis, deuxième changement, une diversification des savoirs mobilisés. La nouvelle génération n'est plus du tout vétérinaire, mais ils sont biologistes ou alors ils sont anthropologues du développement. Il y a donc une mutation des savoirs de gouvernement. Ces derniers reposent dorénavant davantage sur des compétences managériales et puis sur une expertise axée sur le développement. Et donc une légitimité sociale et politique de nouveaux savoirs, en l'occurrence des savoirs d'experts, qui sont valorisés par les organisations internationales de développement et aussi en parallèle, du coup, par l'appareil de l'État. Okay. Il y a donc des trajectoires professionnelles. Alors voilà, ce que je voulais vous souligner, c'est donc l'idée de trajectoire professionnelle en accordéon. Aujourd'hui, le monde de la haute administration continue de se mélanger avec le monde du Frélimo, mais aussi maintenant avec le monde du secteur privé et celui de l'aide. Il y a eu l'idée d'une contractualisation de la haute fonction publique, une multiplication des contrats temporaires. Multiplication des contrats temporaires pour les agences de l'aide, pour le secteur privé également, mais aussi au sommet de l'État. Il y a beaucoup le phénomène qui n'est pas propre au Mozambique d'ailleurs, mais ce qu'on peut appeler des enclaves bureaucratiques, c'est-à-dire des bailleurs qui vont créer des unités spécialisées au sein des ministères centraux pour y conduire des politiques spécifiques. Et c'est le cas au Mozambique depuis 1997 sur la question des aires de conservation transfrontalières. Et donc voilà, cette haute administration, elle va avoir des contrats comme ça, temporaires, travailler pour l'État et en même temps être rémunérée par des bailleurs internationaux. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que le rapport au parti a tendance à s'estomper, puisqu'on n'a plus besoin de faire partie du Frélimo pour avoir une grande carrière au sommet de l'État. Mais dans le même mouvement, ces élites, et les nouvelles en particulier, continuent à graviter autour de l'État. Donc c'est ça aussi l'idée d'accordéon. Les liens sont plus ou moins distendus au sommet de l'État, c'est-à-dire que on n'est plus haut fonctionnaire à vie, puisqu'on va et on vient. Mais en même temps, les liens ne sont jamais complètement rompus, notamment parce qu'on travaille pour des bailleurs qui vous font travailler directement au sein de la machine étatique. Et puis, je vais passer. Donc c'est toute l'originalité et l'ambiguïté de la carrière de ces acteurs, qu'ils appartiennent à la première ou à la seconde génération, c'est-à-dire qu'ils gravitent tous autour de l'État, ils travaillent à son service tout en étant rémunérés par les acteurs exogènes. Voilà, donc pour résumer, l'accordéon, c'est donc des constantes pour ce qui concerne l'élite administrative, être origine du Sud, être marqué par des croyances héritées, c'est-à-dire même si on n'est plus vétérinaire, mais on a une connaissance et un attachement même assez sentimental vis-à-vis de la législation coloniale. On s'intéresse essentiellement à la faune sauvage, par exemple les questions de flore sont très peu présentes. Voilà, on reste des grands commis et on en est fiers d'être des grands commis, même contractuels de l'État. Et en même temps,
eh bien, le monde de l'État, le monde de l'aide et le monde du secteur privé aussi fonctionnent dans le cadre des vases communicants, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire les uns sans les autres, et ils fonctionnent grâce aux mêmes acteurs qui vont et qui viennent au gré des contrats qu'ils ont. Et donc cette logique de l'accordéon, hein, c'est ce qui permet paradoxalement peut-être le processus même de construction de l'État, puisque malgré les mutations générationnelles et la valorisation de nouveaux savoirs, malgré la contractualisation de la haute fonction publique, eh bien, on a un appareil bureaucratique qui se déploie, qui a des moyens, qui co-conçoit et qui met en œuvre des politiques publiques hein, et qui se nourrit de ces nouveaux savoirs légitimés et de la contractualisation. Voilà, et pour conclure très vite, hein, voilà, les cas d'études du Limpopo et de la haute administration dans le secteur de la conservation montrent que l'intermittence de l'État n'est en rien une nouveauté, mais que dans le contexte du régime de l'aide, eh bien l'État pallie ses intermittences grâce aux fonds et aux moyens qui accompagnent ce régime de l'aide, hein, ce qui lui permet de réarticuler sa présence et son contrôle dans l'Hinterland, et ça lui permet aussi de garder son élite administrative en son sein grâce à des enclaves bureaucratiques et puis à des projets qui sont financés par l'aide. Hein, en ce sens, eh bien, le régime de l'aide, eh bien, il joue le jeu de la construction de l'État. Voilà. Et donc en fait ce que j'ai voulu mettre en lumière, en somme, ce sont les voies paradoxales du state building, hein, puisqu'il peut y avoir construction de l'État par ses faiblesses et puis aussi par ses manques. Merci. Merci. Merci Rosane. Je pense que ce qu'on fait habituellement, on va passer la parole à Laval. Peut-être un premier round de questions. Si on n'a pas beaucoup de temps, on a une demi-heure. Donc, si vous pouvez être bref dans vos commentaires ou vos questions, ça nous permettrait de distribuer la parole à plus de personnes. Je vous passe la parole. Parfait, très bien, Mahmoud. On a quelques questions ici. Je vois qu'il y a Georges ici qui a une question. Donc, à toi la parole, Georges. Oui, bonjour et merci de cet exposé qui m'intéresse au premier point, hein, parce que en réalité, j'ai même l'impression que vous avez fait ma thèse à ma place et donc je n'aurai plus à présenter au GRSA mes résultats bientôt. Non. Disons j'ai trois questions, rapidement. La première question, c'est qu'est-ce qui formule le besoin des aires protégées ou de conservation au Mozambique? C'est le besoin des populations ou est-ce que c'est des acteurs externes qui formulent le besoin des aires protégées ou de conservation? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est comment évaluez-vous les performances environnementales, sociales et économiques des politiques environnementales en général et puis des parcs qui ont été créés en particulier? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est quelle est la place des communautés riveraines, locales naturellement, dans la mise en œuvre de ces mécanismes de conservation des ressources naturelles là? Et une toute dernière question, ça fera la quatrième. Vous avez parlé de territorialisation. Alors moi, ma préoccupation, c'est quelle est la place des organisations de la société civile, les ONG, mais aussi la coopération technique, dans la capacité de l'État, finalement, à mettre en œuvre ces mécanismes de protection de l'environnement? Voilà mes 4 questions. Merci encore de cet exposé intéressant. Ouais. Je ne sais pas si tu as pris en note les questions, Rosanne, oui? Oui, peut-être. Je ne sais pas s'il y en a d'autres avant qu'elle réponde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Charles? Je ne sais pas si tu voulais... Bon, c'est un commentaire général, mais je préfère qu'elle réponde d'abord aux questions. Parfait. Donc, Rosanne, tu peux répondre. D'accord. Merci beaucoup. Alors oui, alors qui formule le besoin des aires de conservation au Mozambique? Ce ne sont certainement pas les populations locales, certainement pas. En général, alors d'abord...
comment dire, pour celles qui existaient déjà, il s'agit de les faire fonctionner, etc. Mais on les fait fonctionner parce qu'il y a des fonds qui arrivent et parce qu'il y a des intérêts pour les restaurer et pour les réhabiliter. Du coup, qui formule ce besoin, je dirais que c'est un besoin, c'est une formulation qui vient souvent d'ailleurs, de par leur sensibilité, la conformité entre une aire de conservation et puis leur agenda. Eh bien, il y a des organisations internationales qui vont investir. Par exemple, la Banque mondiale, dans sa politique, dans son agenda environnemental, eh bien, l'onglet conservation transfrontalière est très important. Du coup, eh bien, ils vont investir au Limpopo parce que c'est un parc transfrontalier, mais aussi dans les autres aires de conservation transfrontalière qu'il y a au Mozambique. Donc, c'est un besoin qui vient d'ailleurs. À Gorongosa, par exemple, eh bien, c'était le parc le plus connu à l'époque coloniale. Et puis, un philanthrope américain en est littéralement tombé amoureux. Il y a une dizaine d'années, il a décidé eh bien, d'investir une partie de sa fortune dans la restauration de ce parc-là. Donc, c'est pas... alors après, ça correspond en effet au désir finalement de l'État mozambicain de voir ces parcs fonctionner, mais la formulation, elle vient plutôt d'ailleurs, je dirais. Alors, comment est-ce que j'évalue les performances environnementales, sociales, économiques de ces aires-là? Alors, c'est un petit peu compliqué parce que ce sont des politiques qui sont quand même finalement assez récentes. Voilà. Le Mozambique, contrairement à ses voisins, et surtout l'Afrique du Sud, a une politique touristique qui est toute neuve en fait. Du coup, les touristes qui viennent sont comme une mesure avec ceux qui peuvent venir en Afrique du Sud par exemple. Ça, c'est un petit peu difficile d'un point de vue économique ce ne sont pas encore des atouts économiques, ça certainement pas. Après, en termes environnementaux, par exemple à Gorongosa, il y a des études écologiques qui montrent que la faune renaît, disons, même la flore aussi, donc il y a quand même des résultats assez tangibles dans certains parcs qui se sentent, même si au Limpopo par exemple, et puis aussi dans une réserve nationale tout au nord Niassa, le braconnage continue beaucoup, donc ça peut être aussi un peu mitigé. Performance sociale, un peu mitigée aussi, parce que la grande question, eh bien, c'est la participation active des populations locales dans ces politiques-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire participation? C'est toute la question. Et c'est vrai qu'en général, ça aussi, c'est encore assez neuf. Par exemple, d'après une loi récente de la moitié des années 2000, eh bien 20% des bénéfices, comment on appelle ça, pardon? Des retombées? Non, pas des retombées, de l'argent qu'on gagne. Donc c'est des revenus, pas des revenus, mais des bénéfices. Oui, des bénéfices, disons, de chaque arbre. On leur fait un peu une ristourne quelque part, oui. Parce qu'on est censé rembourser. Chaque administration doit redistribuer 20% de ses budgets. Ouais, les redevances, vous voulez? Comment on dit ce qu'on gagne? De ses recettes, voilà, c'est ça. De ces recettes aux populations locales, voilà. Il est arrivé. Mais alors, toute la question, c'est de savoir qui est population locale d'un parc national et qui ne l'est pas, à partir de quand. Il faut tout délimiter quelle est la zone tampon, etc. Et puis qui reçoit l'argent aussi. Et donc, qui reçoit l'argent, ce sont des associations d'habitants, mais qui sont créées par qui? Qui sont créées par les administrations elles-mêmes. Donc c'est assez compliqué à démêler tout cela. Donc, voilà, ça me permet aussi de répondre à votre question sur quelle place des communautés riveraines dans ces politiques. C'est une place qui est somme toute relative. En tout cas concrètement, mais formellement, bien sûr, elle est importante, puisqu'aujourd'hui, même les bailleurs, ils ne peuvent pas investir dans ces aires-là sans prendre en compte les populations. Mais concrètement, on sent que c'est un petit peu... Mais c'est très théorique, ça. Comment?
Oui, en théorie. Ouais. Allez-y, s'il vous plaît. On se comprend. D'accord, d'accord. Et puis voilà, quelle place de la société civile dans la capacité de l'État? Alors quand même, alors, ce qu'on peut appeler les organisations de société civile, bon, des ONG qui sont quand même assez, là pour le coup, qui ne sont pas forcément politisées, c'est-à-dire qui ont quand même une certaine indépendance vis-à-vis du Frélimo, mais par contre qui sont à chaque fois des antennes d'organisations internationales, si vous voulez. Donc il n'y a pas d'ONG qui soit complètement mozambicaine, si vous voulez. Ce sont des antennes par exemple de Pain pour le Monde, enfin ou de Caritas, voilà. Donc elles ont un rôle parfois un peu de contrepoids, mais enfin c'est souvent piloté quand même par le haut ou le très haut, quoi. Voilà. Charles, tu avais un commentaire? Charles, je crois, oui, tu voulais intervenir. Oui, merci Rosen pour cet exposé très, très intéressant. Juste un petit commentaire pour dire que la question de l'intermittence de l'État mozambicain, vous l'avez expliqué, on peut comprendre qu'elle est liée peut-être à un contexte particulier qui est la guerre civile au Mozambique. Mais l'intermittence de l'État, il me semble que c'est un concept un peu à généraliser en Afrique. L'État africain, de manière générale, est un État accordéon ou un État intermittent, étant donné l'incapacité de ces États à avoir prise sur leur territoire et sur l'ensemble des secteurs qui relèvent de la fonction régalienne. Donc, je comprends que c'est une étude de cas qui est située donc, au Mozambique et qu'il est un peu difficile de partir de là pour généraliser. Mais on peut quand même faire l'hypothèse que, de manière générale, l'État africain est un État intermittent. Évidemment, la notion d'intermittence est inquiétante parce que c'est un État qui n'arrive pas à assumer l'ensemble de ses fonctions, laisse sur son territoire naître des problèmes majeurs, comme on le voit d'ailleurs au Burkina Faso, comme on le voit au Mali et dans bien d'autres pays, et bien sûr au Bénin aussi, parce que autour de ces pays-là, au niveau des frontières des États africains, on voit ce qui peut se créer lorsqu'un État est incapable d'assumer l'ensemble de ses fonctions. Alors, négativement, on peut comprendre que c'est un problème, mais aussi on peut comprendre que positivement, l'intermittence n'est pas une mauvaise chose en soi. Pour deux raisons. La première, c'est que l'État africain, la plupart du temps, bénéficie d'un pouvoir qui est un pouvoir obèse, un pouvoir inutilement envahissant. Donc, si par moment, l'État peut lâcher ce pouvoir-là et permettre à d'autres acteurs d'assumer des fonctions à sa place, c'est tant mieux pour la démocratie en Afrique. Donc, c'est une question que je vous pose, que si l'État africain est capable de confier à d'autres acteurs l'ensemble de ces fonctions-là, est-ce que ce n'est pas une bonne chose, en tout cas pour ces pays africains? La deuxième raison, c'est que l'État n'a pas tous les moyens pour assumer les fonctions et que les acteurs dont vous avez parlé, qui relèvent de la société civile, du secteur privé ou des bailleurs de fonds, qui ont les moyens d'accompagner l'État, est-ce que ce n'est pas aussi une bonne chose de permettre à ces acteurs-là de compléter l'action étatique? Donc, en bout de ligne, la question de l'intermittence n'est pas à décrier, mais la seule condition, c'est de l'inscrire dans une démarche de régulation, dans une démarche de symphonie, pour que l'accordéon, si vous prenez cette image-là, ne soit pas pour caractériser une situation regrettable, mais plutôt pour marquer une situation qui devrait faire l'objet d'une entente, d'une concordance entre tous les acteurs qui forment ce que vous appelez la nébuleuse des acteurs. Oui. Merci, je suis bien d'accord avec vous. En fait, c'est vrai qu'en fait, je ne me pose pas vraiment la question de savoir si c'est une bonne chose ou pas. Je devrais peut-être, hein, mais ce que je me dis simplement, c'est que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Et je me dis, l'intermittence, c'est le fonctionnement même, c'est la base même du pouvoir de l'État. Et je me dis qu'en fait, on peut voir les choses un petit peu en contrepoint en se disant, oh là là, mais en fait, l'État au Mozambique, mais
tout à fait d'accord avec vous. En fait, c'est tout à fait généralisable. Mais là, je voulais quand même montrer que, avec une démarche ethnographique, on pouvait aller vraiment dans les détails et voir un petit peu comment ça fonctionnait. Mais l'idée, voilà, c'est de dire, c'est le, comment dire, c'est pas. L'État en Afrique n'est pas un État fantôme, un État potiche, et le fait même de déléguer, d'avoir des intermédiaires, n'est pas du tout antinomique, pardon, merci, antinomique avec un pouvoir d'État et avec un appareil bureaucratique qui existe et qui fait des choses. Alors il ne fait pas tout. Mais il est capable de garder la main, en tout cas, sur ce sur quoi il a envie, en tout cas, de garder la main. Et en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir au Mozambique. C'est vrai qu'il y a toute une série d'actions au quotidien qui sont complètement laissées à l'appréciation d'acteurs venus d'ailleurs. Mais quand il s'agit de décisions particulièrement importantes, par exemple, décider finalement de créer d'entériner une loi, de la publier au bulletin de la République. Quand il s'agit d'entériner la modification d'une zone tampon, par exemple, eh bien, toutes ces questions-là, elles sont du ressort du sommet de l'État, en l'occurrence du Conseil des ministres. Et donc, les acteurs internationaux n'ont pas la main sur cette machine bureaucratique qui reste une zone grise, etc. Donc voilà, l'idée c'est de dire l'intermittence, c'est vrai, c'est un fait, mais paradoxalement, c'est ce qui permet à l'État de rester sur pied finalement. Alors, je vais donner la Et on laisse la parole à Montréal, il reste 15 minutes là, oui. Oui, c'est ça. On va prendre des questions vraiment très brèves ou des commentaires très succincts. Et on va faire le tour et ensuite, Rosane, tu pourras un peu faire le tri ou bien combiner. Anne? Oui, merci Rosane, c'était très intéressant. Alors, une question pour, peut-être une question pour chacune des parties là. Bon, pour l'intermittence de l'État, il faut peut-être le mettre aussi en lien avec le fait que dans le discours international, il y a aussi ce retrait puis ce retour, parce qu'on veut réhabiliter l'État aussi. Donc, cette intermittence, il est aussi dans le discours, alors on le réhabilite d'une certaine forme, mais en tout cas on le réhabilite dans le discours au tournant des années 2000. Donc après des années de retrait, et pour qu'on ait de retrait, on est de nouveau le siège du conducteur, blablabla, tout le discours sur l'État, on avait oublié quelqu'un, on avait oublié une institution importante, c'est l'État. Bon. Donc peut-être juste cette remarque, je ne sais pas si tu le vois, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant par rapport à tes trajectoires de vie et surtout ces savoirs acquis des élites administratives, je trouve ça passionnant. Dans ces savoirs techniques qui deviennent politiques, en fait, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des économistes? Est-ce qu'il y a, finalement, tu vois qu'on a une économisation, une approche économique de la question environnementale? Parce que finalement, je ne veux pas en voir partout, mais on sait qu'avec cette néolibéralisation de l'approche de l'environnement, il y a aussi une professionnalisation, parce qu'il y a beaucoup de programmes en environnement qui sont des... Bon, oui, vite, juste une question terminologique. Je ne sais pas si le terme intermittence est beaucoup utilisé ou si ça vient d'où, mais moi je le connais dans un contexte de réparation de voitures dans les garages. Et c'est la façon de comprendre le terme, c'est quelque chose qui marche comme il devrait marcher. Oui, c'est quelque chose qui marche comme il devrait marcher, mais à des moments imprévisibles, il ne fonctionne pas. Donc pour moi, oui, c'est intermédiaire. C'est comme ça que j'ai connu le terme. Donc, et ça ne me semble pas coller bien avec ce que tu décris de l'État, qui est beaucoup plus dans une logique de néolibéralisation et de précarisation par admettons, l'effet du travail temporaire et cette culture de travail par contrat qui est classique dans tout le système néolibéral, et on le voit même ici au Saguenay. Mais c'est le mot, je ne sais pas si le mot ne me semble pas coller au phénomène. Tu peux répéter la définition mécanique? Ce n'est pas une définition, c'est... Sa voiture. Non, la façon qu'ils utilisent le terme, c'est que ça marche, mais de façon imprévisible, ça arrête de marcher. Et je ne peux pas prévoir quand ça va arrêter de marcher. Souvent, c'est des problèmes électriques.
Il faut changer de voiture, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres Bob, t'as pas changé de voiture encore, si je comprends bien. Ok. Je ne suis pas désolé, mais je suis arrivé en retard, mais en tout cas, c'est très intéressant quand on parlait de l'intermittence. Je ne sais pas si au Mozambique, disons, si ça fonctionne de la même manière que dans d'autres pays d'Afrique, mais moi, je l'entends vraiment de manière très péjorative, dans ce sens que, d'abord, l'intermittence peut être bonne, dans la mesure où l'État donne les capacités d'agir aux ONG, par exemple. Donc, il s'efface en laissant les ONG agir dans des structures déjà qui fonctionnent normalement et en soutenant des temps forts. Mais alors, le mauvais côté de l'intermittence en Afrique, notamment au Congo, les cas que je connais le plus, c'est que ça peut dire aussi que l'État, le gouvernement s'efface et donc se déresponsabilise, laisse les ONG agir en empêchant justement les ONG de bien travailler. Donc maintenant, les ONG se positionnent comme des acteurs, comme des opposants d'une certaine manière. Parce que la plupart veulent fonctionner selon les règles de l'art, ils veulent respecter les structures, veulent être rigoureux, et le gouvernement généralement s'inscrit en faux par rapport à ça. Donc l'intermittence chez nous, ça évoque aussi tout ce qu'il y a comme démission de l'État, comme changement des régimes. Quand un gouvernement change, c'est tout l'appareil de l'État qui bloque. Donc les ONG sont perdues, ne voient pas qu'il est Peut-être je vais rajouter deux, trois petites choses. Oui, ça peut être petit. Premièrement, en fait, je vais un peu dans le même sens. Est-ce que l'intermittence, est-ce que c'est pas un concept ou un terme qui désigne plusieurs choses en même temps? Par exemple, parce que entre l'époque coloniale où c'est délibérément l'État colonial, mais ils ont créé des parcs qui dont la destination est connue, permet à une population locale, et l'État post-colonial qui ne peut pas parce qu'il y a la guerre et qu'il n'a plus le contrôle du territoire, et l'État qui, sous l'impulsion des bailleurs de fonds, laisse certains secteurs à des acteurs autres. Donc est-ce que là, on n'est pas dans quelque chose qui désigne différentes situations? Et j'ai pensé aussi qu'en sciences politiques, on utilise souvent le terme qui est souvent intraduisible en français de stateness. C'est-à-dire stateness. C'est-à-dire stateness, c'est souvent on avait dit oui, étatitude. Non, ça c'est statehood. Ah, ok. Parce qu'il y a souvent statehood, c'est ça. C'est-à-dire, ce terme que Bob a inventé, étatitude, c'est-à-dire le fait d'être un État. Mais le stateness, c'est le fait que l'État fonctionne. C'est-à-dire, je ne traduis pas ça bien, mais c'est le fait que ce qu'on attend d'un État, on l'a. Alors en Afrique, c'est ça le problème. C'est-à-dire, est-ce que ce que tu veux dire là, c'est que l'État ne fonctionne pas comme on le souhaite? Tu dis à un moment à la fin que l'intermittence, c'est la base même du pouvoir de l'État. Là, j'ai un peu de problème avec cela, mais je vois ce que tu veux. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des travaux sur l'aide au développement, par exemple, et qui disent que, en fait, souvent, on pense que l'État est faible, que l'État ne peut rien faire, mais en réalité, l'État instrumentalise la soi-disant faiblesse, le financement et tout ça parce que c'est une façon de donner de l'aide et d'enrichir les élites, de fonctionner, de distribuer, ainsi de suite. Donc, est-ce que c'est de ça que tu parles quand tu dis que c'est de la base même du pouvoir de l'État? Parce que si je regarde l'époque du Frélimo qui est confronté à la NAO, est-ce que là on peut dire que c'est la base du pouvoir de l'État pour le Frélimo? Donc ça c'est un peu deux, trois choses. Et voilà. Donc on te laisse la parole, puis si jamais tu peux être brève, peut-être que d'autres pourront rapidement ajouter. Oui. Alors, je vais commencer par toi, Mamoudou. Oui, c'est vrai que quelque part, on peut dire que l'intermittence désigne plusieurs choses en même temps. Mais en fait, c'est vrai qu'en ayant un peu un regard sur le temps long, donc avec l'époque coloniale et puis l'époque contemporaine, j'ai voulu essayer de mettre en exergue le fait que c'est un peu cette logique un peu d'ombre portée était récurrente pour des raisons différentes. Alors, on pourrait peut-être le dire un peu comme ça. Et du coup, l'intermittence, on pourrait dire que c'est valable pour toutes les époques, mais pour des raisons différentes, disons. Voilà. Alors après, le distinguo entre statehood et stateness, c'est vrai que ça, je pense que je vais le creuser en effet. Mais en fait, comment dire, quand je dis que l'intermittence, c'est la base même
du pouvoir d'État, c'est pas vraiment pour mettre l'accent sur le fait que les élites maximisent leurs intérêts ou en profitent, etc. C'est plus pour rentrer un petit peu dans cette zone grise qu'est la machine étatique, et en disant, mais en fait, qu'est-ce qui l'a fait tenir, et pourquoi est-ce qu'en fait on peut parler d'État malgré tout, alors qu'il y a tellement, on a l'impression qu'en effet qu'il démissionne ou qu'il se déresponsabilise, etc. Eh bien, j'essaie de mettre à jour le fait que ce qui le permet de rester debout, c'est ce que j'ai un petit peu cité là, c'est cette commodity of sovereignty. Ça veut dire que cette légitimité politique, on ne peut pas la lui renier, et c'est ça qui lui permet de rester debout. Et donc concrètement, ça veut dire qu'il est toujours capable de dire non ou de dire oui. C'est aussi, je voudrais mettre aussi le doigt sur la politique des non-décisions, parce que la non-décision, c'est une décision en soi, sur les ambiguïtés, sur les contradictions, qui peuvent aussi faire figure de déresponsabilisation ou de démission, mais qui en fait sont ce qui permet paradoxalement de faire tenir les choses. Et c'est pas quelque chose forcément, à mon avis, de conscient. Je pense pas que les élites politiques disent, alors là on va dire non, on va se contredire nous-mêmes, etc. Pas du tout. Je pense simplement que le résultat c'est ça, c'est que la machine politique, bureaucratique tient quoi, malgré tout. C'est un petit peu ça. Et du coup, pour revenir à votre question, c'est vrai que j'ai du mal à penser en termes de négatif ou de positif. Je suis plus dans l'ordre, dans une démarche du constat, disons. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi et quels en sont les effets? Et du coup, alors après, donc si on parle en termes de démission, de déresponsabilisation, c'est dans une large mesure très vrai, puisqu'il y a du laisser-faire, etc. Et en même temps, voilà, c'est ce que je viens de dire, je pense qu'il y a quand même toujours la possibilité, voilà, de dire oui ou de dire non, si vous voulez. Donc je pense que c'est vrai qu'il peut y avoir parfois une impression presque de cacophonie ou de fragmentation tout azimut, mais je pense que il y a quand même une stabilité paradoxale, quoi. Voilà, bon, je sais pas si... voilà, alors ensuite Bob, cette question de mécanique, je trouve que c'est très intéressant. Et au contraire, je me demande si ça ne peut pas marcher, puisque ça marche, mais de façon imprévisible. C'est un peu ça quand même que j'ai voulu montrer. Non, c'est pas que ça marche de façon imprévisible, c'est que c'est imprévisible de savoir quand ça va arrêter de marcher. C'est vraiment spécifique, c'est que ça arrête de marcher et on ne sait jamais quand. Oui, non, clignotant là. C'est un switch. Voilà. Je ne sais pas si ça s'appelle. Donc le terme me pose problème. Peut-être c'est une utilisation un peu spécifique. Il est là, il n'est pas là. L'état moteur Oui. Ouais, je sais pas. C'est une question qu'on pourrait me poser, c'est est-ce que ça peut durer toujours ça? Est-ce que ça peut pas complètement s'effondrer? C'est vrai? Pourquoi pas pour... Ouais, ça peut continuer très longtemps. À mon avis, oui. À mon avis, oui. Mais Rosen, il y a dans les années 80 ce texte de Jackson et Rosberg qui disait Why Africa Swing States Persist, où il disait que c'est la souveraineté internationale. Mais pas dans le même sens que toi, dans la mesure où eux, ils pointent qu'il n'y a pas de bureaucratie, ça ne fonctionne pas. Clairement, là, l'État est dysfonctionnel, il n'assure pas ses fonctions, il y a la bureaucratie interne. Mais eux, ils ne voient pas ça comme une ressource de pouvoir. Ils disent que si c'était cela, il n'y aurait pas d'État. En revanche, il y a des conventions internationales qui disent qu'il y a une règle qui font que l'État doit exister et reconnu, et c'est ça qui le fait tenir. Donc je pense qu'il y a peut-être un dialogue à faire avec... Mais c'est le côté arbitraire. C'est ça, intermittence, c'est le côté arbitraire. Et quand on utilise le terme intermittence pour décrire des États, ça nous ramène à ces anciens critiques qui disaient l'État est dysfonctionnel, il n'existe pas, il est arbitraire. Mais ce que tu dis dans ton analyse, c'est non, il n'est pas si arbitraire que ça. Il y a une logique. Il y a une logique qui tient la machine debout et l'État fait un travail certain. Il n'est pas aussi absent. Voilà. Parce que quand c'est intermittent, c'est quand le truc ne marche pas, c'est-à-dire le clignotant ne marche pas du tout. Là.
et il ne fonctionne pas. Donc moi, je ne questionne pas ton analyse, je questionne le terme et les personnes qui l'utilisent, parce que je ne pense pas qu'il s'applique très bien à ce qu'on veut décrire. Mais bon, c'est... Oui, mais en fait, je réhabilite finalement cette administration africaine qui, je pense, au contraire, est extrêmement puissante, je pense, dans sa faiblesse. Je pense. Bon, et puis Yann, oui, tous les discours internationaux, c'est vrai, oui, the state has to be in the driver's seat, c'est ça, tout à fait. Et c'est d'ailleurs ça qu'on a vu au Mozambique, mais en même temps c'est toujours très très ambigu, c'est l'exemple des enclaves bureaucratiques, c'est-à-dire il faut que l'État fasse, donc par exemple c'est lui qui va piloter l'aide budgétaire, etc. Et puis les projets, on va les mettre au sein de grands ministères comme ça centraux, donc c'est vrai, ce sont des Mozambicains qui font, sauf que les fonds et l'agenda, il vient d'où? Il vient par exemple de la Banque mondiale, quoi. Donc c'est quand même c'est des jeux ambigus, quoi. Et est-ce qu'il y a des économistes, en tout cas parmi cette élite mozambicaine, non. Par contre, la conservation de la nature, elle est mue par des logiques économiques de toute façon. Il faut que ça soit rentable. Et donc la grande nouveauté, ce qui est très à la mode en ce moment là-bas, c'est ces deux choses. D'abord, rentabiliser les aires de conservation par la chasse sportive, qui rapporte énormément d'argent. Et maintenant, on parle de green economy. Donc ça, c'est le nouveau mantra du nouveau président. Voilà, c'est la green economy. Et ça c'est la première fois vraiment qu'on en parle comme ça aussi explicitement. Ça fait partie de l'agenda gouvernemental. Donc, est-ce qu'à Laval, vous avez... Ça va? Oui, peut-être juste... Charles va faire une courte intervention, puis on va devoir s'arrêter. On a la salle jusqu'à 13h. Juste un petit mot pour dire que l'intermittence et l'accordéon ne renvoient pas à la même image. L'intermittence renvoie à la voiture de Bob qui ne marche pas, alors que l'accordéon renvoie à la musique qui est harmonieuse. Voilà. Je crois qu'on va être obligé de s'arrêter là. Il y avait 15 secondes pour chaque personne. Moi, je n'ai pas d'intervention, c'est elle qui... Je voulais juste revenir sur cette histoire d'intermittence. J'avais compris, en fait, oui, il y a intermittence, mais il y a décentralisation du pouvoir, ce qui, en fait, pendant cette intermittence, on a une performance qui est plus boostée que si l'État était en train de, je sais pas, travailler sur, sans intermittence. Est-ce que l'intermittence signifie qu'il y a rien, qu'il y a du vide, mais ou qu'il y a décentralisation du pouvoir au profit d'autres acteurs? Est-ce que c'est nécessairement que quand il y a intermittence, il y a d'autres acteurs qui comblent le vide? Oui. Oui, mais c'est une décentralisation du pouvoir à... comment dire, qui cache une centralisation pour le coup. Enfin, comment dire, je perds... Il me semble qu'il y a une expression avec des jeux de miroir, enfin c'est à... Je sais plus comment dire. Mais c'est pas exactement ce que ça veut, ce que ça a l'air d'être, disons. Je m'exprime mal par le voix. C'est ambivalent. Comment? Ambivalent. Oui, c'est ambivalent quelque part. Oui. C'est qu'en effet, l'État a l'air comme ça un peu évanescent, etc. Et donc on dirait que c'est de la décentralisation, c'est-à-dire d'autres font à sa place, c'est vrai, mais ils font à sa place parce qu'ils ont été mandatés pour le faire et ils sont indépendants jusqu'à un certain point. Donc, bon, mais on va dire merci à Roselle, merci à tout le monde, merci d'avoir... peut-être les personnes qui n'ont jamais encore participé à des activités du GSA, si vous voulez bien nous donner votre nom, prénom, email, on pourra ainsi vous inviter à notre liste d'envoi. Parfait. Moi, j'aurais peut-être deux petites annonces, Mamoudou, si tu me permets. Richard. Puis, juste de dire d'abord, Charles me dit qu'il va te téléphoner après la réunion. Là, donc, vous allez vous parler pour les suites du colloque de Cotonou. Tout de suite après, Charles, parce que je dois quitter. Non, mais tu me diras quand. Tu es à ton bureau, là? Tu vas à ton bureau? Mais dans une heure seulement, on doit se voir d'abord pour l'école d'été, c'est ce que je vais annoncer. Moi, dans une heure, je serai dans un truc médical, donc...
Ok, Il c'est n'arrête vraiment pas une de heure là. tousser là. Il est Vraiment là, une là. heure par Il est en train de nous c'est ça. filer tous ces miasmes là. Je voulais juste Faut qu'il justement aille voir le profiter parce médecin que rapide. Vas-y, Richard. on a l'école d'été du GERSA qui en est à sa 8e édition. Donc, je sais qu'il y a des gens à Montréal, ici, il y a des gens à Québec également. Donc, ceux que ça intéresse, et on va probablement d'ici une dizaine de jours là, sortir toute la publicité, l'information là-dessus. Donc, ça va se tenir au mois de mai ici à l'Université Laval. Donc, vous serez, si vous êtes sur le mailing list, là, vous recevrez toute l'information concernant l'école d'été. Puis, deuxième annonce, peut-être Bob, tu peux dire un mot. Le 7 avril, on va avoir une conférence à organiser avec le Cerium. Juste peut-être nous présenter le conférencier, Bob, rapidement. Et je crois qu'il va présenter son livre. Oui, vite. Michael McGovern, qui est un ami et un collègue de longue date, qui travaille à l'Université de Michigan en anthropologie, qui a beaucoup travaillé en Afrique de l'Ouest avec International Crisis Group, mais aussi comme anthropologue de la Guinée, où il va parler un petit peu des effets différentiels des États socialistes en Afrique et le rapport entre le modèle d'État socialiste et l'État de paix. Très intéressant, avec quelques perspectives comparatives. Il est comme anthropologue politique ou anthropologue qui fait anthropologie de la politique. Donc c'est à cheval entre ces deux disciplines-là. Très intéressant. Parfait. Donc, comme Mamoudou le disait, si vous êtes sur le mailing list du GRSA, vous allez recevoir toute cette information-là. Bonne année à tout le monde. Hein? Bonne année 2016. Et puis, bonjour aux gens de Montréal. On se reparle par téléphone, par Skype, et puis on s'arrange pour se voir bientôt. Merci. Salut. J'ai reçu un message de